Bonjour, je range mon bureau numéro 134, toujours avec la caméra de l'ordinateur de bureau, pas de très bonne qualité, mais ça me permet d'aller vite. Et j'ai besoin d'aller vite parce que ça a beau être les vacances, je suis effectivement en train de faire quand même une vraie parenthèse, une vraie pause dans plein de projets, de travail, etc. Mais j'ai quand même, c'est un peu la panique, j'ai des piles partout et il faut quand même que je fasse ces vidéos. Alors, je voulais commencer cette vidéo pour être sûr d'être à peu près en forme et de ne pas bâcler ce texte par un livre vraiment majeur qui m'a accompagné depuis mon anniversaire en novembre dernier. C'est un très long et très beau poème, ni épique ni lyrique, un peu narratif mais pas totalement. Donc ça a été un de mes cadeaux d'anniversaire en novembre dernier et je l'ai lu régulièrement. Alors il y a eu un ou deux moments pendant un mois et demi peut-être, je me suis interrompu, mais c'est pour dire voilà, c'est le poème du Chili de Gabriela Mistral parce que je, je, je- je pars du principe qu'on voit bien à l'écran, mais on ne doit pas si bien voir que ça. Donc Gabriela Mistral, poème du Chili, et c'est une traduction excellente, je tiens à le dire, d'Irène Guéraud, et c'est une édition bilingue. Alors le livre, du coup, est assez imposant. Il fait presque 600 pages. C'est aux éditions 1 et il ne coûte, je le précise, ah ben non, mince, si, alors il y a une pastille pour cacher le prix, mais on voit quand même à travers. C'est pas très grave. Je trouve toujours ouais, un peu symbolique le fait de cacher le prix des livres que l'on offre, parce qu'en fait, là, avec le prix unique du livre, de toute façon, on sait combien vaut un livre. Et puis très souvent, ces pastilles en fait, ne cachent pas tout à fait le prix de toute façon. C'est donc 28 ou 29 euros, je sais pas bien. Et donc ça veut dire qu'un projet aussi important de traduction, avec un gros travail de traduction sur un texte qui n'est pas encore libre de droit, eh bien, avec un éditeur alors indépendant, dit commercial, etc., ça n'est que 30 euros. Alors que bah, j'ai eu l'occasion de le dire récemment, il y a un autre texte absolument majeur, fondamental, qui a été traduit là, cette année au Classique Garnier, c'est le Homéros de Derek Walcott, merveilleuse traduction de Franck Collin, j'ai eu l'occasion déjà d'en parler, j'en reparlerai peut-être à un moment donné d'ailleurs. Et en fait, ce livre-là, il est chez plus 60 balles ou 65 balles, parce que les classiques Garnier, ils se foutent plein de pognon dans la poche. En plus, ils paient très très mal les traducteurs, ils paient très très mal les auteurs. Donc voilà, donc c'est pour dire, voilà, si vous devez soutenir des maisons d'édition, bah, il faut acheter chez les éditions 1 et pas au classique Garnier, sauf vraiment évidemment texte que vous avez vraiment besoin de lire. Moi j'ai des livres des classiques Garnier, bah, le Homéros de Derek Walcott, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Bref, ça c'est une parenthèse un peu sur le milieu de l'édition. Je referme la parenthèse. Donc Gabriela Mistral, bah, en fait je ne connaissais pas, uniquement de nom bien sûr, comme une des prix Nobel, pas la première prix Nobel femme, parce que je crois que ça va être Selma Lagerlöf au tout début du XXe siècle, mais Gabriela Mistral, elle a dû être prix Nobel en 1946-47, un truc comme ça, c'est pas écrit dessus, ça doit être dans la préface, mais bon, peu importe, 45 tout bêtement, je savais que c'était vraiment au lendemain ou à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945 donc, et donc je ne connaissais pas du tout. Et ce poème du Chili, c'est un texte qu'elle a écrit vers la fin de sa vie, alors en mettant plusieurs années à l'écrire, et c'est un texte remarquable. Je disais que c'est un peu narratif, mais pas totalement. En fait, le principe, comment dire, géographique et le principe narratif sont très simples. Le principe géographique, c'est le poème du Chili. Non, je vais commencer par le principe narratif, ça sera plus simple. Il y a le fantôme de la poète, hein, très probablement. Il y a une vieille femme qui revient sous forme de spectre et qui conduit un petit enfant et en fait un jeune cerf, un yémoul. Dans la traduction française, le terme yémoul est conservé le plus souvent d'ailleurs. Euh, Elle les conduit du nord du Chili au sud du Chili. Et ça, c'est le principe géographique. Voilà, ça, c'est le poème du Chili. Une vieille femme qui est en fait probablement un spectre, un petit enfant qui pose plein de questions et un jeune cerf. Et puis voilà, ça c'est leur et donc c'est leur pérégrination du point le plus septentrional, le plus au nord du Chili, au point le plus au sud, donc évidemment en Patagonie. Et donc ça c'est le principe de ce texte. Et donc ce texte, il est constitué d'un très grand nombre de fragments, je ne sais plus combien. Alors il y a une très belle préface que j'avais lue au moment en fait où j'ai commencé à le lire. Voilà. Bah, c'est très bien. Je vais lire le début de la préface d'Irène Guéraud, parce qu'Irène Guéraud, c'est non seulement une excellente traductrice, mais elle a fait aussi cette très jolie préface. Poème du Chili, bien que composé dans cette édition de 138 poèmes, est comme un seul long, très long poème. D'abord parce qu'il raconte la traversée ininterrompue du Chili, un des plus longs pays du monde et le plus étroit,
étirer les zones arides et désertiques du Nord jusqu'aux glaces de la Patagonie, mais aussi parce que Gabriela Mistral a étendu sa rédaction continuellement sur les 20 dernières années de sa vie. Ah oui, quand même 20 ans quand même. J'avais dit quelques années, oui, carrément 2 décennies. Voilà, donc vous lirez la suite de la préface, puis surtout vous lirez, vous procurerez ce très très beau recueil. Alors j'ai corné plein de pages, parce qu'au fur et à mesure, je dis, ah là, ce poème il est vraiment trop beau, etc. Bon, il y a plein de très beaux poèmes. À l'occasion, je ne sais pas si vous me le réclamez, je vous ferai peut-être une lecture d'un extrait. Est-ce que j'ai le temps aujourd'hui? Allez, je vais le prendre quand même. Je ne vais pas attendre que vous réclamiez. Parce que pour moi, ce livre, ça doit être le clou de la vidéo du jour. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de commencer par lui. J'ai fini de le lire début juillet, en fait. Donc j'aurais mis à peu près 7-8 mois à le lire. Mais c'est parce que j'ai fait exprès de faire durer. Il y a des livres comme ça, il faut un peu qu'ils infusent, il faut les reprendre. Euh, c'est très rare de toute façon que je lise un recueil de poèmes du début à la fin comme ça, d'une traite, et notamment ces grands textes-là comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut les lire à mon avis. Après je ne juge pas les gens qui disent autrement, hein. Je l'ai lu dans l'ordre, hein. Je pense qu'il faut le lire dans l'ordre quand même, parce qu'il y a cette espèce de principe un peu narratif. Allez, euh, je vais vous lire Les Papillons, c'est à la page 279, je vous lis pas l'espagnol, parce que bref, mon espagnol évidemment est nul. Alors que passent les grands froids, les papillons sont revenus, et flottent dans l'air leur ami, un doux et long frissonnement, et les feuilles du romarin battent sous leur ange sans poids, un ange tout griffonné avec ses rieux et par jeu. Tout ébahi, divagant, maintenant que l'hiver est mort, maintenant qu'il fuit vers les suds, discrédité et malmené. Et la terre, bonne fille, avec ses percales rendues, est ainsi comme étourdie de champs, lumière et cerisiers. Et l'explosion des arômes, le sourire des vergers, et puis le bras des montagnes, veillent sans jamais scier, et jusqu'au cerf abasourdi par tant de myrtes et cerisiers, hume la babine tendue cet air tout chargé d'odeurs denses. Et ainsi, poussiéreux, épuisé, il court sur 4 sentiers, et à le voir lui-même et autres, je comprends et ne comprends pas. Ça, déjà, c'est le Yémoul. Donc voilà, donc la narratrice, la vieille femme, le vieux spectre, cette femme extrêmement émouvante par qui on a cette histoire, elle raconte l'histoire des papillons au premier froid, et elle comprend et ne comprend pas ce qu'elle voit de la course du jeune cerf. On en vient à l'enfant, bien sûr. Et toi aussi, enfant avide, tu cours déjà sur 8 sentiers, et comme tu es le même et autre, je ne m'en sors plus avec toi. Enfin se libère ta langue, et à présent, bouche apeurée, tu m'assommes de questions et tu sembles un Indien neuf. J'ai pas dit que c'est un petit Indien ou un petit métis. Que les miens parlent et disent et chantent tels des fous libres. Durant toutes les saisons, le chant avive le bon sens et invite l'âme à danser comme lors de son jour premier. Moi aussi, simple fantôme, j'étrenne des yeux tout neufs. Et Gaïa est toute étourdie par l'explosion des cerisiers, par la griserie des sauges et par la fièvre qui monte des pâtis jusqu'au sentier, et par l'effronterie dont luisent le colihu et la capselle, et le Wémoul court d'un air nouveau de seigneur et maître, et jusqu'à mon enfant épuisé vole déjà sur 3 sentiers. Gaïa voit croître toujours plus de palmiers d'alerces de cèdre, nous autres nous diminuons à chaque souffle et chaque haleine. Elle mue, crée, illumine, nous autres allons vers la nuit. Elle demeure, nous autres, nous passons comme les rêves. Nous arrivons un jour, le suivant, nous sommes sans forme et sans vie. Llegamos un día al otro, ni somos ni parecemos. Et si je vous ai fait entendre mon espagnol, enfin ces 2 très beaux vers dans mon espagnol dégueulasse, c'est pour que vous entendiez que le poème est entièrement constitué de l'ensemble du poème, de ce long poème de 138 poèmes d'environ 2-3 pages chacun. Certains sont un peu plus courts, une page. C'est en octosyllabes. Et Irène Guéraud, elle a réussi à traduire à peu près en octosyllabes. Et il y a même parfois un certain nombre de fois où elle réussit à récupérer un peu des rimes et donc à faire entendre aussi cette poéticité-là. Les rimes, alors j'ai un peu, alors, oh là là, je me lance dans une digression encore. Sur la question de la traduction de la poésie, et la raison pour laquelle je me lance dans cette digression, c'est parce que j'ai vu récemment l'Odyssée de Christopher Nolan, le film du mois de juillet, tout le monde en parle, beaucoup de gens en parlent, il y a des accords, des désaccords, ça débat, ça ferraille. À mon avis, si ça débat et ça ferraille, ça montre bien que c'est un grand film, un film qui interroge et qui suscite justement ce commentaire-là, qui suscite les contresens, les désaveux, les accusations de contresens, peu importe. Avec
avec un ami, on s'est dit qu'il faudrait quand même qu'on lise ou relise l'Odyssée. Moi, l'Odyssée, je l'ai lu en entier en français il y a longtemps, je crois à la fin du lycée, quelque chose comme ça, dans une vieille édition, une vieille traduction en prose que je n'ai pas retrouvée. D'ailleurs, je re-regarde des fois en prononçant le mot, en re-regardant d'un nouvel œil, soudainement, elle me saute aux yeux. Peu importe. Et donc, en librairie, j'ai feuilleté un certain nombre d'éditions. Voilà, il y avait évidemment, comme beaucoup de librairies, ont mis en avant des traductions de l'Odyssée, parce que c'est vrai que le film de Christopher Nolan, il ramène quand même un certain nombre de gens vers la culture antique, vers les humanités, vers la littérature antique, c'est très bien. Et donc, plusieurs traductions de l'Odyssée disponibles en français, donc elles étaient mises en avant. Il y en avait 5 ou 6, je crois, il doit y en avoir évidemment beaucoup plus que ça, mais il y en avait 5 ou 6 qui étaient sur la table. Je les ai un peu toutes consultées. C'est vrai que moi, j'ai éliminé immédiatement les traductions en prose parce que je suis désolé, mais voilà, la poésie, ça se traduit en vers. Et très sincèrement, c'est pas uniquement un principe comme ça, abstrait, c'est parce que depuis plus de 30 ans que je lis de la poésie en traduction, c'est devenu une véritable conviction, les bonnes traductions. Alors, c'est pas parce qu'une traduction est en vers qu'elle est bonne, mais en tout cas, les bonnes traductions, celles qui sont marquantes, celles qui restituent quelque chose de la force du texte d'origine, sont celles qui sont en vers. Alors, pas forcément en vers, alors pas forcément avec une structure métrique parfaitement analogue à celle du texte de départ, pas forcément en vers rimé quand il y a des rimes. Là encore, ça peut se discuter, on peut avoir des avis différents, mais en vers. Et notamment, moi je trouve, c'est vrai que le maître est plus important que la rime de mon point de vue, c'est-à-dire qu'effectivement, si le traducteur ou la traductrice s'efforce de traduire dans un maître contraint, ici l'octosyllabe, en essayant de le restituer, Irène Guéraud de temps en temps, elle joue avec l'heptasyllabe, mais elle joue avec, c'est-à-dire c'est pas juste qu'il y a un heptasyllabe parce qu'elle n'a pas réussi à faire un octosyllabe, c'est que quand elle met un heptasyllabe, souvent il y en a un autre pas loin derrière, donc ça recrée une autre type de musicalité. Donc là, il y a un vrai travail, c'est très beau. Et donc, pour finir ma digression sur l'Odyssée, j'ai commandé une édition, je les ai feuilletées un petit peu. En fait, il y a deux traductions en vers. Il y avait celle de Jacoté, de Philippe Jacoté, et il y a celle d'un autre, j'avoue, j'ai encore oublié son nom, c'est Florent Mugler, quelque chose comme ça. Mugler, c'est chez Actes Sud Babel. Et en les feuilletant, la traduction de Philippe Jacoté, ah là là, c'est Philippe Jacoté, sans doute, elle est sans doute très bien, mais elle est en vers, totalement hétérométrique, c'est-à-dire il n'y a aucune espèce de travail de régularité sur la structure métrique. Or, le vers homérique, c'est un vers extrêmement régulier, extrêmement complexe. J'ai fait peu de grec ancien, mais suffisamment pour avoir un petit peu intégré ça quand même. Et donc voilà, il faut que ça soit. J'ai lu la Divine Comédie de Dante dans une traduction en endécasyllabe. Voilà, c'est des choses qui marquent et qui sont importantes. Et donc la traduction de Thierry Mugler, non, c'est pas je sais plus ce que non, Thierry Mugler, c'est un couturier, non, je suis en train de dire quoi. Bon, peu importe. Vous chercherez, puis j'en parlerai dans quelques temps quand je l'aurai lu sans doute. Mugler, traduction de l'Odyssée d'Homère en collection de poche Babel, Actes Sud. Donc ouais, elle est en vers de 14 syllabes. Et ça, c'est un vrai geste. C'est une vraie contrainte, et ça veut dire que le traducteur, il a cette espèce de cadre qui fait qu'il travaille dans un cadre contraint comme l'auteur du texte d'origine. Finalement, c'est ça qui compte le plus. Quand Shakespeare écrit les sonnets, il y a certes la question de la rime, mais si déjà on se dit, ok, je vais traduire selon le système du sonnet anglais 3-4-1 plus indistique, en essayant d'avoir un maître régulier, et après on peut batailler, hein. C'est quoi? C'est le décasyllabe, c'est l'endécasyllabe, c'est l'alexandrin. J'ai envie de dire, voilà, après c'est des débats intéressants, mais c'est des débats à l'intérieur d'un principe de départ qui devrait être évident, qui est on travaille une forme fixe, on traduit une forme fixe par la forme fixe équivalente, on traduit une structure homométrique par une structure homométrique équivalente. Et quand la digression est en train de devenir un cours, mais c'est pas grave, quand vous avez déjà zappé, bref, euh, quand la forme du poème de départ est hétérométrique, c'est le cas des Fables de La Fontaine, prenons un exemple que tout le monde connaît, dans lequel on a des alternances permanentes qui font tout le charme et toute la force rhétorique des Fables de La Fontaine. On a des alexandrins, des octosyllabes, des vers de six syllabes, des décasyllabes. Bon, il n'y a jamais de vers impair, hein, c'est un peu trop tôt, hein, c'est 2 siècles avant Verlaine, mais voilà, c'est pareil, les traductions, moi j'ai lu des traductions en anglais ou en allemand de La Fontaine, traduire La Fontaine en prose, ok,
c'est revenir à Ésope. C'est quoi? C'est quelle est la différence avec Ésope? Il n'y en a pas. Donc il faut essayer de rendre cette hétérométrie qui généralement vient renforcer le côté humoristique, fin, ironique de la langue de La Fontaine. Bref. Bon, je dégoisse pas mal quand même. Donc voilà, tout ça pour dire que j'aurais réussi à parler peut-être pendant un quart d'heure du poème du Chili, mais à ne parler que la moitié de ce quart d'heure vraiment du poème du Chili. C'est pour vous dire, la traduction d'Irène Guéraud, elle est très belle parce qu'elle essaie de conserver cette espèce de régularité métrique qui est celle du poème de départ. Et c'est très beau. Alors pour dire quand même deux mots, finir un petit peu par rapport au passage que j'ai lu, au poème que j'ai lu, donc vous avez entendu un des 138 poèmes, c'est mieux que rien. Les autres, il faut aller l'acheter. C'est pas cher, franchement. Enfin, évidemment, si vous n'avez pas un rond, c'est cher, mais 30 € pour un beau livre comme ça, bien imprimé, bilingue, d'un texte de poésie majeur, c'est pas cher, selon moi. Faites-le acheter à votre médiathèque ou à votre bibliothèque universitaire et vous le lirez quand ils l'auront récupéré. Si vraiment vous n'avez pas les ronds, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, ce poème-là, ce que j'ai trouvé très beau, c'est que c'est souvent très émouvant. C'est ça croise différents fils, des fils qui vont être des fils un petit peu ethnographiques, des fils liés aux croyances religieuses, liés aux superstitions, liés à la confrontation culturelle complexe entre le monde amérindien et le monde espagnol. Un rapport à la nature qui est à la fois très complexe et pas du tout abstrait, en fait. C'est ça, c'est que c'est un poème qui est très concret, qui parle de choses très concrètes, de sentiments, de sensations, d'éléments naturels. C'est vraiment très très beau. Voilà, donc vous l'avez compris, il y a eu une grosse digression gratuite sur les questions de traduire, sur la question de la traduction de la poésie. Mais voilà, il y a le poème du Chili, c'était le message principal que je voulais faire passer. Œuvre majeure. Et je passe avec un autre texte que j'aime beaucoup. Il me semblait vous en avoir déjà parlé, mais il est sur la pile des livres que je n'ai pas chroniqués en vidéo, donc probablement que non. J'avoue que je m'y retrouve probablement pas. Le dernier livre paru de Zouar Ravaloson, écrivain dont je vous ai beaucoup parlé déjà. Alors Zouar Ravaloson, c'est à la fois un grand écrivain malgache d'expression française et malagasy, qui traduit du malagasy vers le français dans le cadre de sa maison d'édition Dodovol, dont je vous ai aussi déjà parlé. On salue bien fort Sophie Bazin et Zouar, le couple éditeur de Dodovol. Et donc, c'est aussi, donc voilà, c'est un traducteur. Et puis, il a accepté cette commande aux éditions L'Asiathèque, les 80 mots de Madagascar. Alors, il me semblait en avoir déjà parlé parce que j'ai animé en fait une rencontre à la boîte à livres à la fin du mois de mai, autour de, je ne sais plus quel était le jour, mais c'était vraiment tout fermé, 28 peut-être, le 28 mai ça devait être, avec Zouar, donc il y avait une dizaine de personnes dans le public autour de ce livre-là. Et donc voilà, donc c'est un livre dont je ne vais pas en reparler vraiment parce que j'en ai quand même beaucoup parlé lors de cette rencontre. J'ai reçu Zouar dans l'émission de radio I Love Mes Cheveux. Donc si vraiment vous voulez entendre parler, si vous voulez entendre cette interview, cet entretien avec Zouar Ravaloson dans lequel on a parlé de ce livre, mais aussi de plein d'autres choses, je vous renvoie à l'émission. Si j'oublie de mettre le lien, c'est pas difficile. Si vous tapez I love mes cheveux Ravaloson, vous tomberez dessus. Voilà, mais c'était pour signaler visiblement que je n'avais pas parlé de ce livre, donc ça fait partie des sorties, ça fait partie des livres que j'ai lus récemment. Les 80 mots de Madagascar. Parmi les livres lus aussi, celui-là je l'ai lu parce que Claire, mon épouse, m'a dit que vraiment c'était très bien, et effectivement c'est très bien. Mexico Médée de Dalia de la Cerda, et là on est encore sur une traduction de l'espagnol, cette fois-ci du Mexique, par Lise Belperron, mais c'est un texte très contemporain puisqu'il est sorti il est sorti quand en espagnol? En 2024, voilà, au Mexique. Et donc traduit en 2026 pour les éditions du Sous-sol par Lise Belperron. Et c'est effectivement une revisitation du mythe de Médée, mais au Mexique, avec des personnages qui naviguent, qui louvoient à la lisière de la pègre et de la mafia, et même parfois franchement dans la mafia. Et il y a une langue vraiment très très forte. Et là, je pense aussi, sans avoir eu accès au texte d'origine, que la traduction est vraiment très réussie. Et je vais, sans plus attendre, vous en lire un extrait. C'est comme ça que je vais faire maintenant, comme je suis un peu fatigué.
Comme beaucoup d'entre nous, Médée a été la femme du processus de Jason. Cette femme qui soutient l'homme quand il n'est rien, qui le rééduque, le transforme en vraie personne, lui lave ses habits, lui fait à manger, lui nettoie sa maison, l'écoute, l'aide, lui règle tous ses problèmes, lui sert de thérapie, le valide pour qu'il aille au bout de ses rêves, pour qu'il s'accomplisse, pour qu'il réussisse. Et quand il y parvient enfin, boum, il te quitte. Tu vois le tableau? Le père de Médée savait parfaitement que ce connard ne convenait pas à sa fille, parce que les parents savent ce genre de choses. Et même s'il avait réussi toutes les épreuves, il l'ignora superbement. Alors Médée, ma jolie, ma petite fille toute innocente, oui, oui, Médée, a emmené Jason devant le coffre-fort où son père avait caché l'acte de propriété et l'a aidé à le voler. Jason lui a promis qu'il lui serait toujours fidèle, qu'il ne la trahirait jamais, qu'il l'épouserait, que ce serait le mariage de ses rêves et qu'il serait heureux, genre pour les siècles des siècles, amen. Cette couillonne l'a cru. Ils ont croqué la pomme, elle s'est enfuie avec lui. Oui, Médée a bien été la femme du processus. Une fois que Jason a eu en main l'acte de propriété de son petit terrain, il l'a quitté et s'est marié avec une autre, carrément. Donc ça, c'est évidemment l'inclusion du mythe réécrit, reformulé à l'intérieur de l'histoire. Et puis pour vous donner une idée de l'histoire davantage, plus loin, page 100, les Tchanekes qui m'ont enlevé quand j'étais petite, c'est à eux que j'attribue ma pensée tragique et le vide constant que je sens dans ma poitrine. J'ai raconté ça 1000 fois et personne ne me croit. Tout le monde pense que je dis ça pour déconner ou que je veux faire mon intéressante ou la meuf originale, mais c'est vrai. Quand j'étais petite et que San Miguelito était encore un hameau perdu dans la montagne, ma mère m'a emmené nager dans la rivière tandis qu'elle lavait les draps. La rivière était à 1 kilomètre et autour s'élevaient des montagnes couvertes de guanacastes. J'étais en train de nager quand j'ai vu sur l'autre rive un petit homme qui me faisait signe de la main. Viens, viens. Il mesurait à peu près 50 centimètres. Il avait les oreilles pointues, les pieds très semblables à ceux d'un veau et son corps était couvert d'un pelage, un peu comme une pêche. Il portait une chemise et un pantalon en tissu bon marché. Je l'ai d'abord suivi dans le lit de la rivière, puis à travers la montagne jusqu'à ce qu'on arrive à une chaumière un peu genre schtroumpf. Il voulait que je leur rende service, leur pompe à eau s'enrayait souvent, et ils avaient besoin de la taille et de la force d'un enfant pour la remettre en marche. Les adultes ne pouvaient pas les voir. Je ne me souviens pas de grand-chose, je suppose qu'ils m'ont donné un genre de potion pour m'effacer la cassette, comme dit Maluma, mais je me rappelle qu'ils me nourrissaient de tartes aux figues, que leur maison ressemblait à celle des hobbits et que l'atmosphère était harmonieuse et légère. J'ai disparu pendant toute une semaine. Ma mère, la police, mon père et le village tout entier ont retourné la rivière, la montagne et tous les villages alentours. J'ai appris plus tard ce que la police avait dit à ma mère, que je m'étais probablement noyé et qu'un jour mon corps allait apparaître au milieu des galets de la rivière. Je ne me souviens plus du chemin du retour, uniquement du moment où j'ai frappé la porte. C'est ma mère qui a ouvert en premier et elle a fondu en larmes en me serrant dans ses bras et en m'inspectant. Quand je lui ai dit que j'avais été avec des petits êtres à la peau de pêche, elle s'est figée, elle est restée de marbre. Elle n'a pas bronché. On dit que les personnes qui sont enlevées enfants par les Tchanekes développent ensuite des maladies psychiatriques à l'âge adulte. Peut-être que la mienne consiste à vouloir être mère d'une personne avec un pénis dans un endroit comme San Miguelito. Je pense que vous avez entendu que voilà, c'est un texte puissant. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, Dalia de la Cerda, dont je n'avais rien lu. Alors ils disent, remporte donc je vous lis la troisième de couverture, le rabat, pas la troisième de couverture. Autrice et activiste mexicaine, diplômée en philosophie. En 2019, elle a remporté le prestigieux Premio Nacional de Cuento Joven Comala pour Chienne de garde, Mexico Médée, et son deuxième recueil de nouvelles. Alors c'est bizarre parce que c'est pas du tout un recueil de nouvelles, donc l'éditeur dit recueil de nouvelles. C'est pas un recueil de nouvelles, c'est un roman composite, hein, c'est à la rigueur c'est un cycle de nouvelles, mais tous les personnages, les 5 narrateurs, narratrices sont tous liés et parlent d'une histoire qui est liée en fait. C'est en ça que pour moi c'est pas du tout un recueil de nouvelles, mais enfin peu importe, on va pas batailler. Édition du sous-sol, traduction Lise Belperron. Alors après, on va suivre un certain nombre de livres, je pense, en anglais que j'ai récupérés parce que il y a eu un leg d'une collègue, d'une ancienne collègue avec qui j'ai travaillé pendant 9 ans avant qu'elle prenne sa retraite de l'université de Tours, qui est décédée l'an dernier et en fait sa famille a légué un très grand nombre de ses livres en anglais principalement à la bibliothèque universitaire. La bibliothèque universitaire n'a pas tout conservé parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient soit pas en état, soit des doublons. Et donc tout ça a été légué au département d'anglais. On pouvait se servir librement. Je me suis servi d'une bonne quinzaine de livres. Ça a été l'occasion pour moi de me dire, ah ben tiens, je vais lire un certain nombre de livres que je ne connais pas, d'auteurs et d'autrices que je ne connais pas, que je ne connais que de nom. Et notamment, ça a été l'occasion, j'allais prendre un autre livre sur la pile, je suis allé en chercher un autre,
de me mettre enfin à lire ce livre, ce grand classique, Under the Volcano, en dessous du volcan, je crois en français, de Malcolm Lowry. Ça fait plus de 15 ans que je vois régulièrement des personnes qui disent: ah là là, c'est génial, quel livre merveilleux, on n'en parle pas assez, c'est évidemment un des 5 grands chefs-d'œuvre. Vous savez, il y a des choses comme ça, quoi. Un des 5 grands chefs-d'œuvre de la littérature du XXe siècle. C'est vrai, quand on lit ça une fois, deux fois, trois fois, on se dit: bah quand même, il va falloir y aller un jour. Et donc là, bah, ce livre m'a tendu les bras parce qu'il était dans les nombreux cartons du legs de cette collègue dont je salue la mémoire, Marie-Pascale Buschini. On a travaillé ensemble et voilà. Donc, elle est décédée l'an dernier. Et donc, ce livre m'a tendu les bras, et donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion ou jamais. Et donc, juste avant de partir pour la Suisse, et puis au début de notre séjour en Suisse, je me suis lancé dans Under the Volcano. C'est absolument illisible en fait. C'est pas illisible au sens où c'est compliqué, c'est pas illisible au sens Finnegan's Wake. C'est illisible au sens où l'histoire est pas intéressante en fait. C'est des histoires de vieux consuls, de, 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 de type des classes moyennes supérieures et classes supérieures anglaises qui ont fait des études brillantes, qui se retrouvent dans la diplomatie et qui en fait sombrent dans l'alcoolisme au fin fond du Mexique. Aucun intérêt, aucun. Vraiment. Et la langue, le récit, la manière dont c'est fait ne rend pas la chose intéressante, parce qu'en soi, bah, tout sujet peut être transfiguré par une écriture. Non, là vraiment, moi je trouve ça lent, ça tire à la ligne, ça tourne en rond. J'avais mis vraiment, je sais pas, 2 jours à lire les 30 premières pages en me disant, mais je rentre pas dedans. Puis à la fin du deuxième jour, je crois, de mémoire, c'est quelque chose, il y a eu un déclic, et j'ai lu 80 pages comme ça en une soirée, je me suis dit, ah ça y est, c'est bon. Et puis après, voilà, enfin, j'étais rentré dans le principe d'écriture, tout ça, donc ça allait, j'étais à peu près rentré dans l'écriture. Et puis après, c'était terminé, quoi. J'ai continué à lire, à lire, à lire, mais ça m'intéressait pas. Et jusqu'à un chapitre, c'est le chapitre au milieu duquel je me suis arrêté, parce que l'histoire que je vous raconte, c'est une histoire triste. Je n'ai pas fini de lire Under the Volcano. Voilà, j'étais dans le chapitre 6. Et alors, le chapitre 6, pour moi, il synthétise tout ce que j'aime pas dans l'écriture de ce livre. C'est un peu Ulysses de Joyce, moins le génie, quoi. Enfin, vraiment, il y a tous les tics d'écriture de l'Ulysse de Joyce, quand même une vingtaine d'années plus tard, me semble-t-il, ou 30 ans plus tard, et c'est juste ennuyeux au possible. Voilà, ce qui se passe n'est pas intéressant, n'est pas écrit de manière intéressante. Enfin, alors, ce qui est amusant, et je veux juste finir là-dessus, je suis pas en train voilà, Under the Volcano de Malcolm Lowry, il a le statut de classique, quoi que j'en pense, hein, à ma modeste échelle. Je ne compte pas renverser la table, et je ne compte pas nier à ce livre son statut de classique. Visiblement, c'était pas pour moi. Mais ce qui était amusant, c'est que sur Facebook, j'ai écrit, pendant que j'essayais encore, je m'évertuais encore à essayer de lire ce livre, j'ai écrit mes réserves. Et en fait, tous les gens qui ont commenté sont des gens qui m'ont dit: ah, je suis allé au bout, et non, non, j'en ai aucun souvenir. J'ai arrêté au bout de 30 pages. Des gens respectables, quoi, des collègues à la retraite, des poètes, des écrivains. Et c'est très drôle parce que pendant 15 ans, moi, j'avais eu l'impression de voir que des témoignages, genre, oh là là, à chaque fois que j'entendais parler de Malcolm Lowry, c'était, oh là là, quel livre génial. Et puis à partir du moment où j'en parle, en fait, il n'y a personne pour défendre le livre. Alors, j'ai pas, est-ce que les personnes dans mes contacts Facebook qui aiment, qui portent ce livre au nu, n'ont pas vu passer mon post à cause des algorithmes, l'ont vu passer, ça leur a fait mal, ils n'ont même pas voulu commenter, ils se sont dit: non mais Senghel, il est perdu pour la littérature, je ne parle plus à ce mec, je sais pas. En tout cas, c'était assez amusant parce que tous les commentaires, il y a eu 4 ou 5 personnes qui ont dit: ah ben non, non, vraiment, ça casse pas 3 pattes à un canard, on souffle, quoi. Donc en fait, que des gens qui confirmaient enfin, c'est pas une question de confirmer mon jugement, mais qui avaient le même jugement que moi, voilà. Sinon, c'est un peu égocentrique de dire ça comme ça. Voilà, Malcolm Lowry, Under the Volcano, ben, il y a des classiques qu'on lit et on n'y arrive pas. Celui-là en fait partie. Mais au moins j'aurais essayé, j'aurais une opinion informée sur ce texte. Alors parmi les livres du legs Marie-Pascale Buschini, il y a un auteur que pour le coup je connais bien, mais que je n'avais pas lu depuis très longtemps, et je n'avais pas lu celui-là. L.K. Narayan, un grand écrivain classique de la littérature indienne, on va dire coloniale et post-coloniale de première génération, en langue anglaise. C'est toujours des romans ou des nouvelles. En fait, il y a des nouvelles, puis il y a aussi des romans qui sont toujours des romans très brefs, très incisifs, un petit peu satiriques, mais très tendres en même temps dans la satire. Et donc j'ai retrouvé ça avec plaisir, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de livre de Narayan. J'en ai eu 4 ou 5, à peu près pendant mes années de formation, mes années de thèse. Et donc là, j'ai pas,
Voilà, donc voilà, j'en avais pas lu depuis une petite vingtaine d'années, je pense, et ça m'a vraiment fait plaisir de lire un livre de Erken Arayan, c'est The World of Nagaraj, et donc The World of Nagaraj euh, raconte en fait l'histoire d'un type, c'est vraiment l'homme sans qualité, alors mais pas l'homme sans qualité au sens de Mouzil, là je me la pète un max parce que l'homme sans qualité de Mouzil, c'est comme Malcolm Lowry, c'est un bouquin, ça fait 25 ans que je tourne autour et que je l'ai toujours pas ouvert, donc bref. Donc, faut que j'arrête, hein. Voilà, donc je me suis auto-dénoncé. Donc, c'est un homme sans qualité. Je ne sais pas si c'est au sens de Mouzil ou pas, j'en sais rien, mais je pique je pique. Ah, je peux le dire en allemand, je crois, si je veux me la péter. Der Mann ohne Eigenschaften. C'est l'horreur, ces vidéos de l'été, hein. Je suis encore plus en freestyle que d'habitude. Bref, et donc c'est un personnage qui, comme ça, est une sorte de personnage complètement fade, sans relief, etc. Mais qui va se mettre à espionner un petit peu. Je crois que c'est un neveu hein, voilà, il accueille un neveu avec qui il a un neveu qui est en bisbille et en rupture un peu avec ses parents et il l'accueille et puis il l'espionne un petit peu mais il n'ose pas l'espionner et puis il a une sorte de tendresse pour cet enfant mais cet enfant en fait n'a pas de tendresse pour lui. Enfin, c'est une histoire très enjoyable, en fait, très agréable. Ça se lit vraiment vite, hein, ça fait même pas 200 pages. Et c'est très chouette. Voilà. Si vous avez jamais lu de Narayan, ça fait partie des écrivains un peu classiques de la littérature indienne sont, voilà, qui se lisent facilement pour le coup. On continue avec le leg, je vais continuer à l'appeler comme ça, le leg Marie-Pascale Buschini, j'en ai un certain nombre, ben voilà, les 3 suivants, ça sera ceux-là aussi. J'en ai un certain nombre, j'ai commencé à en lire un certain nombre. Et alors là, une écrivaine dont je n'avais jamais entendu parler, je ne sais même pas comment ça se dit, Bridget, je suppose, Bridget Brophy, Hackenfeller's Ape, le primate d'Hackenfeller, littéralement, qui est un livre qu'elle a écrit que Bridget Brophy, qui est née en 1929, a écrit quand elle avait la vingtaine à peine. Il a été publié, elle avait 24 ans, c'est son premier roman. Et c'est c'est un livre vraiment très étrange en fait, dans lequel un spécialiste, un zoologue, qui est aussi en fait paléozoologue, euh, décide de libérer une, euh, une espèce extrêmement rare, enfin un spécimen, pardon, en fait un primate bien précis du zoo de Londres, qu'il, qui en fait est un spécimen d'une espèce extrêmement rare, le primate ou le singe, ou pas comment on dirait, de Hackenfeller. Alors c'est drôle parce qu'évidemment cette espèce elle est totalement inventée par Bridget Brophy, mais je crois plusieurs décennies avant que les scientifiques se mettent d'accord pour isoler le bonobo et identifier le bonobo comme une espèce à part et non comme une sorte de chimpanzé, une sous-espèce de chimpanzé, en fait, ce Hackenfeller's Ape, il correspond pas mal en fait au bonobo. Donc quand on lit ça, ouais, 70 ans après la publication de ce roman, on a en plus ce regard qui est ce regard sur un très grand nombre d'avancées scientifiques qui ont été faites depuis et que le livre anticipe en partie, parce qu'il y a plein de choses aussi qui sont très datées et le livre est super bien écrit, c'est vraiment très très beau. C'est très beau, c'est très poil à gratter, c'est très nerveux. Là encore, c'est court, hein, ça fait 120 pages, ça se lit vite et pas vite à la fois parce que c'est dense aussi. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors j'ai envie de dire, alors c'est publié comme beaucoup d'autres livres de ce même leg dans une collection, une édition dont je me demande d'ailleurs si elle existe encore, les Virago Modern Classics. C'était une édition, une maison d'édition qui avait été fondée pour publier des écrivaines, et notamment des écrivaines féministes, donc avec une sorte d'inversion du stigmate, parce que virago, en anglais comme en français, c'est un terme extrêmement sexiste, extrêmement misogyne. Et je ne sais pas si cette maison d'édition, cette collection existe encore, il me semble que j'en vois plus trop passer, je ne sais pas. Et donc voilà, donc ça avait été publié dans cette collection. Et donc voilà, et c'est vraiment très très bien. Donc voilà, j'aimerais pouvoir dire, ah là là, j'ai envie de lire. Alors, je le dis, c'est vrai, j'aurais envie, en conditionnel, de lire d'autres livres de Bridget Brophy. Je ne sais pas si j'aurai le temps ou l'occasion. C'est vrai que déjà pour raison professionnelle, ça risque pas de se trouver. Voilà, Hackenfeller's Ape, je suis pas sûr, j'avais vérifié au moment où je l'ai lu, il y a 1 mois et demi. Je crois pas que ça soit traduit en français. Et, ce qui est dommage pour le coup, parce que c'est un livre vraiment qui pourrait vraiment être intéressant. Livre très probablement traduit d'une écrivaine que je connaissais de nom, mais que je n'avais jamais lu, à peu près, alors non, j'allais dire plus ou moins la contemporaine de Bridget Brophy, non,
parce que Invitation to the Waltz a été publié en 1932, c'est le troisième roman de Rosamund Lemon. En 1932, Bridget Blofeld n'avait que 3 ans, donc elles ne sont pas vraiment contemporaines. C'est une génération d'écart. Rosamund Lemon, elle doit naître plus ou moins avec le siècle, et c'est une écrivaine dont j'avais beaucoup entendu parler, comme des grandes écrivaines quand même qui émergent dans l'entre-deux-guerres. Et pour moi, elle était un peu avec Elizabeth Taylor, Catherine Mansfield, un peu des modernistes, un peu dans le sillage de Virginia Woolf. En fait, la lecture a totalement confirmé ça, mais avec un biais assez intéressant qui est qu'elle reprend tout le matériau Jane Austen, un petit peu, repassé certainement par le prisme. Alors, je pense qu'elle avait dû lire les nouvelles de Catherine Mansfield, parce qu'il y a notamment une nouvelle de Catherine Mansfield, First Ball, qui travaille exactement le même matériau, c'est-à-dire celui du bal des débutantes. Donc, c'est la protagoniste, ou les deux protagonistes sont deux sœurs qui sont très proches en âge, hein, elles ont je crois 19 et 17 ans, et qui participent ensemble à leur premier bal en tant que débutantes, leur coming out, hein, parce que le terme de come out au départ, il vient de cette tradition culturelle-là. Ensuite, évidemment, il a été utilisé pour les personnes LGBT, donc évidemment les homosexuels, et puis ensuite les personnes trans euh, qui utilisent aussi ce terme-là éventuellement quand elles veulent révéler à certaines personnes qu'en fait elles sont des personnes trans. Donc voilà, au départ, la terminologie vient des bals des débutantes, me semble-t-il, hein, je ne vais pas revérifier, mais en tout cas, il était utilisé exactement de cette manière-là, c'est coming out into society, c'est-à-dire le moment où les jeunes filles sont autorisées à à participer à des événements sociaux, évidemment les jeunes filles de bonne famille participent à des événements sociaux, et donc elles entrent dans la société par l'intermédiaire évidemment de ces grands bals où leur carnet de bal leur permet de danser avec X, avec Y, de découvrir X et Y, et d'être vues. En fait, elles entrent aussi sur le marché du mariage, hein. C'est une sorte de maquerellage aristocratique ou grand bourgeois, mais c'est quand même du maquerellage, hein. Je veux dire, voilà, donc c'était un peu ça. Et en fait, le roman décrit ça extrêmement bien. Alors c'est un peu suranné, parce que c'est vrai que je pense quand le roman a été publié en 1932, on ne s'attend pas tout à fait à ce qu'une jeune romancière s'approprie ça comme un sujet majeur, etc. On a presque l'impression que c'est un peu déjà des choses d'un autre temps. Alors pas du tout, hein, c'était encore totalement de ce temps-là, et je pense que le bal des débutants, ça doit encore un peu exister dans certaines sociétés, certaines franges de la société, et pas qu'au Royaume-Uni. Mais voilà, en tout cas, mais le livre le fait avec un point de vue, une écriture, une alternance entre le point de vue des deux sœurs, qui est très nourri effectivement de toute cette écriture moderniste, hein, Joyce, Mansfield. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'analogies en fait avec les textes de Ford Madox Ford, avec les romans de Ford Madox Ford de la même époque, le roman du vieux Ford Madox Ford dans les années 20-30. Moi, je pense à The Rash Act, qui est un très très beau livre, très méconnu de Ford Madox Ford. Voilà, et donc cette Invitation to the Waltz, elle est en 3 parties, et donc ça veut dire qu'en fait elle étire un peu sur 300 pages. Alors c'est des pages relativement courtes, c'est écrit gros, c'est très bien. Moi je commence aussi à choisir les livres en fonction de ça, et oui. Euh, donc elle étire un peu sur 300 pages écrit gros, ce qui était la nouvelle de Catherine Mansfield, A First Ball. Mais elle le fait très bien parce que ça lui permet d'approfondir les relations entre les personnages, d'avoir dans la troisième partie, qui est le récit du bal proprement dit, une galerie de personnages qui donne aussi une certaine complexité des relations sociales, des personnes qui appartiennent à la haute société, les personnes qui n'y appartiennent pas, mais qui réussissent à la côtoyer et qui ont sans doute souvent des sentiments et des réactions ambivalentes vis-à-vis de cette société, notamment un personnage très intéressant qui est en fait en rejet complet, hein, qui déteste en fait tout ce clinquant, toute cette pseudo-aristocratie, toute cette espèce de le luxe de façade, et voilà, qui le rejette très violemment dans un discours à un moment donné. Voilà, donc elle étire ça sur 300 pages, et donc il y a une première partie qui est en fait les quelques jours qui précèdent le bal, c'est le jour de l'anniversaire de la plus jeune des deux sœurs, qui est la protagoniste principale, c'est la focalisatrice principale, Olivia. Et puis la deuxième partie, c'est la journée qui précède le bal, donc c'est les quelques heures avant le bal. Et puis la troisième partie, qui est plus longue, qui est presque la moitié du livre, c'est le bal lui-même, la succession des danses, des interactions, etc.
raconté comme ça, et moi, sincèrement, c'est le genre de choses qui m'ennuie au plus haut point. J'en ai à peu près rien à foutre, des têtes couronnées, des robes, des belles toilettes, etc. Ça se voit sans doute. Mais le livre est vraiment très agréable à lire parce qu'il y a justement ce regard un peu ironique à la Jane Austen, et puis un peu, comment dire, et puis ce style qui est un style qui est déjà un, un démarquage assez particulier de l'écriture moderniste. Voilà, donc c'était vraiment une belle lecture. Invitation to the Waltz de Rosamund Lemon. Euh, en fait, oh là là, j'essaie de faire attention quand j'achète des livres, pas d'avoir la parité, mais quand je me rends compte que j'ai envie de, il y a tel livre qui est sorti, ouais, j'ai envie de le lire, je l'achète, c'est un livre d'un auteur. J'essaie toujours quand même de regarder un petit peu sur les étals, quel livre d'une autrice m'intéresserait aussi. Donc j'essaie d'équilibrer mes lectures. Je ne suis pas tout à fait à 50-50, je pense, globalement, mais enfin, pas loin quand même. Et par curiosité, ça m'arrive de regarder quand je fais les vidéos, de dire, bah, tiens, quel est le pourcentage d'auteurs et d'autrices, quel est le pourcentage de traducteurs, de traductrices, enfin, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais avoir beaucoup d'autrices quand même, hein, parce que je crois à part Zohar Ravaloson, que j'aime beaucoup, et Malcolm Lowry, auquel j'ai taillé un costard, pour l'instant, non, il y a Narayan aussi. C'est bon, il va peut-être y avoir une majorité d'autrices aujourd'hui, puisque j'ai lu des nouvelles d'Alice Munro, toujours dans le legs de ma collègue. Alors Alice Munro, j'en avais lu au moment où elle a eu le prix Nobel. Alors là, autant j'ai commencé cette vidéo en vous disant à quel point le poème du Chili est une œuvre majeure d'une autrice prix Nobel, Gabriela Mistral, autant Alice Munro, quand j'en avais lu, quand elle a eu le prix Nobel, je n'ai pas compris pourquoi elle avait le prix Nobel. Et là, j'ai encore lu quelques nouvelles et je continue de ne pas comprendre pourquoi elle a eu le prix Nobel. C'est vraiment inexplicable pour moi. Comme ça fait plus de 40 minutes que je parle, je ne vais pas en dire davantage, je ne vais pas vous lire d'extrait. Je n'ai pas lu d'extrait des 2 livres précédents que je vous recommande. Je ne vais pas vous lire d'extrait d'un livre que je ne vous recommande pas. Mais bon, voilà, Alice Munro, pour moi, c'est comme Malcolm Lowry, c'est vraiment une énigme. C'est plus une énigme que Malcolm Lowry, parce que Malcolm Lowry, je vois dans quelle espèce de croisement entre Hemingway et Joyce il se situe, comment il peut plaire à certaines personnes. Bon, je trouve ça un petit peu masculiniste en plus, Lowry. Bon, bref. Donc, je vois très bien pourquoi ça a réussi. Mais Alice Munro, vraiment, je trouve ça extrêmement creux finalement. Donc, vraiment, je sais pas. Bref, Dear Life, c'est peut-être moi qui me trompe. Recueil de nouvelles d'Alice Munro. Euh, Tiens, je fais une petite interruption dans les anglophones pour vous parler d'une autre prix Nobel, décidément. Mais alors, elle vient juste de l'avoir, Han Kang. Enfin, elle l'a eu en 2024. Oui, c'est écrit sur la couverture. J'étais en train de me dire, ah, en quelle année c'était? Non, mais apprends à lire, hein, Singal. Prix Nobel 2024. Donc, c'est écrit directement. C'est pas un. C'est pas un, je sais pas quoi, un bout de papier là, hein, c'est vraiment la couverture. Donc publié, réédité en j'ai lu, Blanc de Han Kang, que j'ai lu là aussi en mai, je crois. Euh, moi, j'avais lu 2 autres livres de Han Kang que j'ai beaucoup aimé. Il y avait évidemment La Végétarienne, et puis il y avait Les Impossibles Adieux, qui est un très très beau livre aussi. Peut-être que je préfère même à la Végétarienne. Et donc Blanc de Han Kang, en fait, c'est un texte qui va essayer d'approfondir ou de creuser le thème de la couleur blanche et de ce qu'elle signifie culturellement, mais aussi narrativement, c'est-à-dire il va y avoir plusieurs histoires plusieurs bribes d'histoire, plusieurs bribes d'images qui vont converger dans ce texte. Et donc c'est presque comme des poèmes en prose, mais des poèmes en prose qui se rattachent quand même à une sorte de trame, on va dire, autobiographique ou peut-être autofictionnelle. Et c'est très. C'est une lecture vraiment émouvante. Alors ça se lit assez vite. Pareil, je l'ai lu dans l'ordre. Peut-être qu'on peut ne pas le lire dans l'ordre. Après tout, si on considère que c'est plutôt des poèmes en prose, ça peut peut-être se lire de manière disjointe. Bon, moi, je recommande quand même de le lire d'une traite. Ça se lit assez. Alors là encore, c'est un petit peu comme le livre de Bridget Brophy. C'est court, donc ça se lit vite. Mais en revanche, c'est dense et donc ça nécessite vraiment de se poser, de réfléchir, de pas. Voilà, c'est pas. On tourne pas les pages comme ça non plus. Mais voilà, Blanc de Han Kang. Et je vais vite, je ne donne pas de lecture parce que un de mes objectifs un peu égoïstes, c'est vraiment de faire descendre la pile. Voilà. J'ai d'autres livres dont il faut que je parle, mais je ne vais pas réussir à parler de tout, donc je vais peut-être terminer parce que
3 bons quarts d'heure de vidéo, c'est déjà pas mal. Je vais finir sur une autre autrice que j'ai découverte grâce au leg Marie-Pascale Buschini, Emma Tennant, que je ne connaissais pas. Et là, c'est une autrice plus récente, je pense qu'elle, par rapport à Bridget Brophy, qui est née dans l'entre-deux-guerres, par rapport à Rosamund Lemon, qui est née au début du siècle. Je crois que Emma Tennant, elle est née, je ne sais pas quand elle est née, on va pas le savoir en vrai. Bref, bon, elle a commencé à publier dans les années 80, je pense, donc je pense que c'est une autrice de l'après-guerre, c'est la génération du baby-boom. Et donc, ce livre raconte l'histoire d'une jeune femme qui a 24, 25 ans, peut-être 26, je ne sais plus très bien, qui a été élevée par une tante en Australie depuis l'âge de 4 ans. Elle a été envoyée en Australie par sa mère et sa grand-mère, qui n'étaient plus en mesure de s'occuper d'elle ou de l'éduquer. Là, il y a tout un mystère qui entoure toute la première partie. Et donc elle a grandi en Australie dans cette situation-là, et avec une espèce comme ça, de relation un peu fantasmée, un peu imaginaire à cette mère et à cette grand-mère, avec qui le lien n'était pas totalement rompu, mais qu'elle ne voyait pas, et dont elle ne comprenait pas pourquoi finalement elle l'avait envoyée en Australie. Et donc elle rentre en Angleterre, elle décide d'aller en Angleterre parce qu'elle veut essayer de comprendre, et elle va comprendre parce qu'elle va rencontrer en fait, des personnes qui sont des proches de sa grand-mère. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais le titre Faustine n'est pas le nom d'un personnage, c'est une indication sur le fait que, et là le lien est relativement explicite dans les 20 dernières pages, ce roman est une réécriture du mythe de Faust. Pas spécifiquement du Faust de Goethe, me semble-t-il, mais vraiment du mythe de Faust, tel qu'il nous est parvenu depuis des siècles, puisque Goethe est évidemment certainement l'auteur le plus célèbre dans les appropriations littéraires du mythe de Faust, mais c'est pas le seul et c'est surtout pas le premier. Donc voilà, donc moi je suis pas du tout spécialiste du mythe de Faust, il faudrait aller relire Marlowe, il faudrait aller relire Goethe, etc. C'est pas l'intérêt du livre à mon avis, c'est juste qu'en fait c'est une variation sur le mythe de Faust au féminin, dans une perspective un peu contemporaine qui est liée à des questions qui sont notamment l'injonction faite aux femmes de ne pas vieillir, ou la mise en valeur des corps jeunes, des visages jeunes, par opposition au corps vieillissant. Donc il y a toute cette dimension qui est une dimension, le livre est du début des années 90, mais c'est encore malheureusement extrêmement pertinent aujourd'hui. Voilà, donc c'était une belle lecture, c'est bien écrit, c'est très... c'est une belle écriture. Bon, c'est publié chez Faber Faber, qui est un peu une maison d'édition d'écrivains un peu expérimentaux souvent. Là, c'est pas vraiment expérimental, mais c'est en tout cas, il y a une vraie qualité d'écriture. C'est très très chouette. Est-ce que j'ai un extrait à vous lire? Quand même, faire entendre un petit peu d'anglais, malgré tout. Alors, j'espère que mon anglais oral est moins pourri que mon espagnol. Enfin, professionnellement, c'est à espérer, on va dire. Further down the riverbank, and I hobble there, over the broken bridge where Jasmine and I walked this morning, I hear guitars playing and voices singing, and I stop to see where the hippies encroached on Woodford land. I'm surprised by how proprietorial I feel at the sight of these trespassers. They've done no harm, really, and yet I recoil when I see the mess they left behind them. The rusting cans and the buckled plastic utensils, useless, garish, indestructible. I feel like a conservationist, prim, English, shocked by any intrusion from the modern world into my idyllic rural retreat. I stoop and pick up a smashed toy train, bright and blue synthetic material of some kind, and without wheels, beyond hope of repair. But there is nowhere to throw it, and I drop it again in the long grass by the edge of the woods, where they have made a makeshift sort of camp. And then I see him a little further on as I limp along the bank of the river, away from the house and the relics of Liza Crane. I am a little higher than he is, for he is standing almost in the water and staring at the opposite bank, as if trying to decide whether to go on down to the weir and use the bridge there or walk across. He wouldn't do that, of course. He is too smartly dressed.
The black suit looks out of place here, where everything is so green and the celandines and flag iris make the only color under a sky of the very palest blue. He stands out like an exclamation mark on a blank page, and yet he does not denote surprise for me. I have seen him before. Behind the man in the black suit, the hippies return to their camp. A fight breaks out and empty beer cans clatter against the trees. In front of him, the river swirls at its deepest point here, and all the effluvium, all the filth in the west of England seems to have choked into the river now. Where this morning the water had been as clear as the glass of a child's marble, with the blue and green moving shadows of the trees and the sky trapped in its transparency, now it is evil, indescribably filthy, ruined by the outpourings and detritus of man. I know the stranger by the side of the river brings all this with him, the fighting, drinking, swearing louts in the woods, the foul pollution of the stream. It turns and sees me. At that moment I know the earth is very old and cannot much longer endure the chaos and ruination brought upon it. The dark, quiet man pulls a gold watch on a chain from his pocket and stares down at its face. The gold catches a fierce ray from the sun. I see a million halos come down on the river and fly up again. And when I can see once more, he has gone. Je dis rien de cette apparition de cet homme en noir que la narratrice, la jeune femme, voit à ce moment-là. J'avais pas du tout prévu de lire ce texte, j'ai pas vérifié, je vous disais professionnellement, j'espère que mon anglais est moins pourri que mon espagnol. En revanche, il y a plusieurs mots dont j'ai pas du tout vérifié la prononciation. J'avoue que j'ai dit celandines, mais non, c'est celandine. Et c'est pareil, les détritus, detritus. Je sais plus si c'est detritus ou detritus. Bon. Bref. Bon, voilà, donc ça c'est il y a toujours des polysyllabiques casse-pieds en anglais, bon bref. Ce qui nous rassure, nous qui ne sommes pas bilingues et qui ne sommes pas native English speakers, ce qui nous rassure vite fait, c'est que très souvent on se rend compte que des anglophones natifs eux-mêmes parfois savent plus comment se prononce un mot ou connaissent pas tel mot et du coup savent pas du tout comment le prononcer. Donc voilà, on se rassure comme on peut. Voilà, c'était un extrait. Alors il y a aussi une phrase. C'était un extrait de Faustine de Emma Tennant. Et là, c'est pareil, c'est comme pour Bridget Brophy. Et ça, c'est une écrivaine dont j'aimerais bien lire d'autres livres, hein, au vu de celui-là, qui est quand même très prenant, très marquant. Il y a une phrase quand même, on est au début des années 90. Hein. I know the earth is very old and cannot much longer endure the chaos and ruination brought upon it. C'est une phrase qui résonne beaucoup aussi aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Et sur ces belles paroles pessimiste et noir, je vous quitte. On est le 3 août. Je vous souhaite un beau mois d'août. Je ne sais pas si j'aurai la force ou le courage de refaire une petite vidéo avant de repartir en vacances. Mais voilà, c'était Je range mon bureau numéro 134. Bonne journée et bonne écoute et allez faire autre chose. Et puis si vous avez des remarques, s'il y a des livres que vous connaissez là-dedans, si vous voulez m'expliquer par A plus B pourquoi Under the Volcano de Malcolm Lowry c'est vachement bien, allez-y, surtout ne vous gênez pas, idem pour Alice Munro. Et puis s'il y a des livres là-dedans que je vous ai donné envie de lire, eh bien tant mieux, je fais ça pour moi, mais je fais un peu ça aussi, pas pour moi. Allez, ciao.